Je suis l'une des premières à avoir fait sa thèse sur l'agriculture urbaine. Créer des emplois depuis la production jusqu'à l'écoulement des produits. Des sources ou des causes de perte de biodiversité énormes. Donc nous avons intérêt à soutenir les femmes et les jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle série de podcasts qui s'intitule Les Voix du changement. Alors, Les Voix du changement, c'est le podcast qui va mettre en lumière les acteurs qui chaque jour œuvrent pour un Sénégal plus durable, plus résilient et tout simplement plus juste. À travers chaque épisode, nous donnons la parole à celles et ceux qui innovent, qui sensibilisent et agissent pour faire face aux défis climatiques, sociaux et alimentaires de notre époque. Je suis Malène Gueye, je serai votre host durant toute la série avec la fondation Enrich Bol, qui est l'instigateur tout simplement de cette série. Pour ce premier épisode, on va traiter d'un sujet assez stratégique. Vous l'aurez certainement entendu dernièrement. Ça sera autour de la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire écologique, nous allons traiter aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai avec moi deux invités de marque. Alors, Monsieur Cheikh Ahmed Bassirou Sané, qui est le directeur général de l'horticulture au Sénégal, dont le rôle est central dans le développement de politiques agricoles, durables et locales. Et j'ai avec moi Professeur Awaba, figure académique, universitaire et experte en développement durable, planification territoriale et agriculture urbaine. Madame Ba, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Gueye, merci beaucoup. Merci à vous. Pour l'invitation. C'est un honneur, Monsieur Sané. Beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous allez tous bien. Ça va, on traite de votre sujet aujourd'hui, oui, clairement. Exactement. Et pour ne plus vous faire attendre, Monsieur Sané, la première question sera pour vous. Il y a plus d'un an, aujourd'hui, le Sénégal a changé de dirigeant, a changé de régime. Ma première question, alors, directement, sera tournée vers comment la souveraineté alimentaire est déclinée dans l'agenda de transformation nationale. Alors, merci beaucoup, Madame Gueye. Merci beaucoup. En tout cas, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité au niveau de votre fondation, surtout pour parler au niveau sur la voie des peuples. En tout cas, c'est un plaisir en tout cas d'être là parmi vous. Maintenant, effectivement, il y a de cela une année où nous avons connu une alternance. Et ça a suscité en tout cas beaucoup d'espoir, surtout au niveau de la jeunesse que nous sommes. Et c'est en tout cas un espoir qui est nourri par tout un peuple sénégalais. Et quand vous voyez en tout cas dans l'agenda, je vais peut-être décliner un peu ce qui nous concerne tous, en tout cas la production, comment nourrir les Sénégalais sans trop dépendre de l'extérieur. Donc nous avons un modèle très simple, c'est-à-dire substituer les importations par la production locale. C'est ça le modèle. Maintenant, dans la mise en œuvre, effectivement, ça va impliquer beaucoup d'acteurs. Mais ça, c'est vraiment le modèle de base. Maintenant, ça va dépendre un peu des spéculations. Par exemple, dans l'horticulture, nous avons beaucoup de production horticole. Et d'une production à une autre, la stratégie ne sera pas la même. Par exemple, il y a des spéculations où nous importons beaucoup. Donc pour cette spéculation, il va falloir produire davantage pour essayer d'inverser la tendance. Bien sûr. Donc il y a des spéculations où la production est faible. Donc là également, il faudra booster la production pour vraiment permettre en tout cas aux populations d'accéder aux fruits et légumes à des prix qui sont vraiment raisonnables. Il y a des spéculations où la production est vraiment inexistante, par exemple pour le cas de l'ail. Donc il va falloir trouver une stratégie, en tout cas qui va prendre les préoccupations de chaque spéculation afin d'optimiser un peu la chaîne de valeur et impliquer le maximum d'acteurs. Donc impliquer le maximum d'acteurs signifie
vraiment créer des emplois depuis la production jusqu'à l'écoulement des produits. Et l'écoulement, c'est la valorisation, c'est les exportations, c'est également la transformation. D'accord. Donc voilà un peu, en tout cas en ce qui nous concerne au niveau de la direction de l'horticulture, nous devons substituer les importations par une production locale qui va permettre en tout cas d'être autosuffisant en fruits et légumes. Très bien. Très bien. Je pense qu'on reviendra sur beaucoup de points clés, en tout cas, que vous avez mentionnés. Et juste pour enchaîner, pour poser les bases que vous venez d'ailleurs d'évoquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands enjeux actuels de l'horticulture? Là, on va parler de votre domaine. Au Sénégal, en lien avec l'alimentation des populations urbaines et périurbaines. C'est vraiment aujourd'hui le cœur de notre sujet. Quels sont les grands enjeux actuels de l'horticulture au Sénégal? Donc l'horticulture, en tout cas, est un maillon essentiel, en tout cas, dans la stratégie. Aujourd'hui, si nous voulons, en tout cas, créer des emplois, en tout cas, il va falloir qu'on développe le secteur de l'horticulture. Parce que c'est un secteur qui va générer beaucoup de ressources, qui va permettre, en tout cas, au Sénégal de générer également de la devise. Parce que ça, c'est essentiel. Si nous voulons aujourd'hui industrialiser notre pays, il va falloir produire suffisamment, exporter, ou bien produire, transformer, exporter pour avoir cette devise. Parce que pour acheter des machines à l'étranger, on va pas le faire avec le franc CFA, c'est avec des monnaies étrangères. Donc, puisque nous voulons, en tout cas, nous ambitionnons en tout cas d'industrialiser le pays, il va falloir booster la production. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous voulez limiter en tout cas les importations, il va falloir booster la production. Si vous voulez en tout cas combler le gap de production sur certaines spéculations, il va falloir également booster la production. Et également, pour ça, nous avons en tout cas des défis. Donc le premier défi, c'est le défi surtout des données, des données statistiques. Donc les données statistiques, on travaille, mais on a du mal à avoir les données de production réelles. Et ça, c'est un problème. Parce que si vous n'avez pas des données réelles de production, c'est très difficile de faire des planifications. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple le cas de la pomme de terre ou bien de l'oignon, il y a des périodes où il y a des surproductions. Et ces surproductions, c'est lié au fait que les gens ils produisent à la même période. Et quand les gens produisent à la même période, vous avez une production qui arrive à la même période et vous avez un effondrement des prix au marché. Absolument. Et cet effondrement des prix au marché va décourager surtout les producteurs qui sont dans la production. Bon, puisque le commerçant, lui, il réagit en fonction de la disponibilité du produit. Donc, il n'a pas beaucoup de pertes. Si le produit coûte 10 francs, il va vendre 5 francs ou 20 francs. Alors que le producteur a mis de l'argent dans le cadre de la production. Bien sûr, la production. Donc, il faut qu'on ait des données statistiques qui nous permettent de planifier. Au moins de dire aux producteurs, durant cette période, il va falloir qu'on étale un peu la production pour permettre en tout cas d'approvisionner au moins le marché à long terme, au moins essayer de couvrir toute l'année et permettre à tous les acteurs qui sont dans la production ou bien dans la chaîne de valeur de pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, c'est un défi. Mais de manière générale, nous avons en tout cas un secteur qui est rentable. Et effectivement, pour chaque spéculation, il va falloir vraiment mettre une stratégie qui soit spécifique à la spéculation et c'est vraiment de booster la production. Et c'est également d'impliquer le maximum d'acteurs parce que les producteurs également, ils ont des soucis dans le cadre du financement, des soucis dans le cadre du foncier, des soucis également dans le cadre même de l'innovation, puisque l'innovation, c'est un coût. Tout à fait. Donc, il faut aller vers des énergies renouvelables. Et ça également, il faut un accompagnement, surtout dans les zones urbaines où la pression, en tout cas foncière, a pris vraiment le dessus sur, en tout cas, les superficies disponibles. Et ça, c'est également un problème. Parce que dans les villes, surtout, il y a des
type de spéculation qui ne résistent pas au transport. Quand vous prenez le cas des menthes, des salades, toutes ces plantes aromatiques, ces épices, ce sont des plantes qui sont vraiment rentables, qui vont permettre aux gens, en tout cas dans les villes, on utilise tous les jours en de plus, gagner de l'argent, oui. Mais qui ne résistent pas au transport. Donc, cela veut dire quoi? Que au niveau, en tout cas, de ces grandes villes, il faut qu'il y ait des jeunes et des femmes qui doivent, en tout cas, les produire. Très bien. Très bien. On y reviendra parce que beaucoup de points sont des points clés, que ce soit les femmes, la création d'emplois, le financement, le développement durable. On y reviendra au fil de ce podcast. Madame Ba, oui. Je pense que pour vous, l'approche peut-être serait en tant qu'universitaire. Quelle lecture vous faites justement de l'état actuel de la souveraineté alimentaire dans nos villes? C'est ça vraiment, je pense, de votre point de vue, de votre filtre à vous. Quelle est votre lecture? Et surtout, quels sont les leviers prioritaires pour inverser la tendance actuelle aux dépendances des importations que M. Sané vient justement d'évoquer? Oui, merci beaucoup, Madame Gueye. L'état actuel de la souveraineté alimentaire. Vous savez, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui est multidimensionnel. On parle de politique. On parle de réglementation, on parle d'accès au financement. Et en milieu urbain, périurbain, quand on va parler de l'agriculture urbaine, parler de souveraineté alimentaire en milieu urbain, donc impliquant ce système de production agricole, c'est d'abord reconnaître ce système-là et lui permettre de pouvoir s'exercer, ou en tout cas se développer convenablement. Bien sûr. Il l'a dit, monsieur le directeur de l'horticulture, il y a une très forte pression de l'urbanisation sur les terres agricoles. Voilà, donc est-ce qu'on peut parler de souveraineté alimentaire urbaine au Sénégal, en fait, de nos jours? Voilà, moi j'ai fait ma thèse sur l'agriculture urbaine. D'accord. Je suis l'une des premières à avoir fait sa thèse sur l'agriculture urbaine, sur tous les systèmes de production, en tout cas dans la région de Dakar, urbaine et périurbaine, intra- et périurbaine, et aussi en France d'ailleurs. D'accord. Voilà, donc à l'époque déjà, ça remonte un peu, mais on avait beaucoup d'espaces agricoles qui sont devenus maintenant des espaces, construits. Oui. Voilà, donc quand on prend la zone de captage déjà, c'est une zone où il y avait beaucoup de production de légumes et aussi quelques fruits. Quand on prend la zone on parle de la ville nouvelle de Diamniadio, c'est vrai, c'est une belle ville nouvelle, mais c'est la ancienne zone de barrage et de conduite de gaz. Oui. Voilà, donc c'était de grandes exploitations agricoles dans le périurbain de Dakar qui faisaient vivre des personnes. Notamment des personnes qui étaient même des gens qui travaillaient dans l'agriculture, qui ont pris leur retraite de façon anticipée pour investir dans la production agricole, notamment maraîchère. Voilà, mais donc toutes ces productions agricoles n'existent plus à Dakar. Oui. Voilà, est-ce qu'on peut parler de souveraineté alimentaire agricole urbaine à Dakar ou... Bon, ça, c'est une très grande question. La question, oui, effectivement. Oui. Sauf si on va vers d'autres systèmes de production. D'accord. Voilà. D'accord. Par exemple, des systèmes hors sol. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, c'est peut-être une solution en milieu urbain. Voilà. Je vais rebondir justement sur cette question, M. Sané, pour parler de la disparition accélérée des terres agricoles actuelles. Alors, près de 150 hectares par an, notamment dans la zone des Niayes, que vous connaissez bien. Quelle action concrète le ministère de l'Agriculture mène-t-il pour protéger ces zones stratégiques pour la sécurité alimentaire à Dakar et dans les autres villes? Oui, en tout cas, c'est une question qui est assez cruciale. Je suis d'avis avec le professeur. Donc, nous-mêmes, nous venons dans une ancienne zone de production de fruits et légumes. C'est pour vous dire que, nous, on n'était pas là lorsque ces bâtiments étaient... lorsque ces bâtiments étaient installés, mais c'est ce qu'on constate en fait. Mais vu la situation, moi, je pense que dans les villes, il faut s'adapter à la situation. Parce que nous avons dans les villes des gens qui sont très riches, des gens qui sont riches, des gens qui sont moins riches et des gens qui sont pauvres et très pauvres. Et il faut travailler sur ces couches vulnérables, en fait,
pour essayer d'augmenter leur pouvoir d'achat, surtout les femmes vulnérables, les jeunes. Quand vous voyez par exemple une ville comme Dakar, on peut bien développer par exemple l'horticulture ornementale et on a une forte présence de jeunes au niveau de cette horticulture ornementale, et ces jeunes contribuent également à améliorer le cadre de vie, en plus de fournir des fleurs. C'est vrai que les fleurs ne peuvent pas rentrer dans cette sécurité alimentaire, mais c'est une activité qui permet aux jeunes de gagner de l'argent et de devenir maintenant des consommateurs. Au lieu d'être ils ont maintenant de l'argent, ils peuvent dépenser. Quand vous prenez les femmes, elles ont beaucoup plus dans la production de légumes frais et de plantes aromatiques, d'épices. Et maintenant, comment essayer de voir au moins trouver des zones spécifiques qu'on peut protéger, travailler avec les collectivités locales, parce que leur activité est très instable. Oui. Ils s'installent un bon moment, ils sont déplacés de gauche à droite. Oui. Et ça, c'est extrêmement difficile quand vous voulez mener une activité qui vous rapporte de l'argent. Donc, il va falloir impliquer le maximum d'acteurs pour permettre, en tout cas, aux jeunes et aux femmes dans les grandes villes de pouvoir mener de l'activité en trouvant des espaces qui sont libres, mais également voir si c'est possible même d'encourager, de soutenir certaines populations à s'installer dans des terrasses, et à pouvoir faire la production hors sol, comme elle l'a dit. Et essayer de voir aussi des espaces qui sont encore disponibles, de pouvoir les sécuriser pour permettre aux gens de produire. Parce que de plus en plus, la population va augmenter et les besoins de consommation vont également augmenter. Si nous perdons de manière irréversible tous nos terres, en tout cas fertiles, il arrivera un moment où ça sera difficile. Même le terme, même le concept même de souveraineté alimentaire sera valablement remis en cause par cette indisponibilité, ou bien cette insuffisance de terre. Parce que dans la zone des Niayes, c'est une zone qui est assez spécifique. On trouve des conditions favorables qui permettent en tout cas de produire des légumes toute l'année. Tout à fait. Et ça, c'est une zone qui est spécifique. On ne peut pas avoir cette zone dans tout le Sénégal. Non. Voilà pourquoi il est important, en plus même de l'urbanisation, il y a des industries minières qui commencent à s'installer dans des zones de production. Et les producteurs ne sont plus en sécurité. Et ça, c'est le rôle de l'État, en tout cas, de prendre en charge cette question. Je ne pense pas qu'un ministre ou un ministère de l'Agriculture seul peut régler ce problème. Il faut que l'État, dans son rôle régalien, en tout cas, puisse en tout cas protéger certaines zones de production pour permettre en tout cas aux producteurs de travailler en toute sérénité et de continuer vraiment à approvisionner les villes. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons vraiment être sûrs que, en tout cas, cette souveraineté alimentaire, lorsqu'elle sera atteinte, elle va être durable et va permettre en tout cas au Sénégal vraiment de produire et de nourrir sa population. Tout à fait. Il faut clairement des mesures fortes parce que c'est un sujet, je pense, qui touche bien sûr au-delà du ministère de l'Agriculture. Il faut clairement des mesures fortes. Du coup, professeur, est-ce qu'on peut réellement, je vais peut-être la poser autrement, est-il réellement possible de produire localement et durablement en milieu urbain ou périurbain aujourd'hui? Tout à l'heure, vous avez eu, j'ai eu un sentiment un peu de remise en question, mais voilà, est-ce que c'est vraiment possible et quel type de culture ou modèle peut-on privilégier dans ce cas? Bon, je crois que tout est possible, hein, mais quand on veut, on peut. Bien sûr. Voilà, donc le point fort dans cette affaire-là, le nœud du problème plutôt, c'est la planification territoriale. Voilà, donc depuis, je crois, ça fait maintenant 3 décennies, pour ne pas citer des noms de présidents, je sais pas si je peux. Depuis le président Wade, Abdoulaye Wade, on était parti dans cette optique-là de protéger certaines zones agricoles, de permettre aux citadins, je reste encore sur Dakar un peu, de pouvoir avoir des zones aussi de, peut-être pas villégiature, mais un peu pour aller découvrir un peu la nature, avec des systèmes de canalisation. C'était confié à l'époque à la direction des espaces verts urbains.
Voilà, donc tout ce qui était comme Grand Niayes de Pikine devait être valorisé de telle sorte qu'on ait à la fois de l'agriculture et des zones où les Dakarois pouvaient aller peut-être un peu se divertir entre guillemets. Oui. Un peu, on parle de la Grande Niayes de Pikine, c'est le poumon vert de Dakar, on disait. Donc permettre aux Dakarois en tout cas, aux gens qui viennent de l'extérieur, des touristes, mais de venir tout en restant à Dakar, de pouvoir aller respirer un peu le grand air dans ces zones-là. Bon, c'était bien réfléchi et je crois que ça datait même des années 2000, cette idée-là. Mais à la place, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des autoroutes à péage, des bâtiments. Voilà, des bâtiments. On a eu la salinisation aussi dans ces zones-là. Et bon, c'est vraiment, je pense, le cœur vraiment du problème, c'est déjà, si on le veut, c'est que le politique doit mettre en place des politiques, pour ne pas me répéter, vraiment de planification qui prennent en compte ces espaces-là. C'est ça. Si on le veut, on le peut. Mais si on privilégie, comme il l'a dit, c'est le directeur, le foncier, comment dirais-je, la spéculation foncière au vu au sud de tout le monde, eh bien, on n'aura jamais la solution. Parce que c'est vrai qu'on parle de production hors sol, mais la production hors sol ne peut pas, à elle seule, nourrir une population telle que celle de Dakar. Même dans les autres villes. On parle moins d'ailleurs de production hors sol dans les autres villes. Voilà. Donc vraiment, je pense que l'État du Sénégal devrait peut-être réfléchir un peu plus sur la possibilité de mettre en place ou de favoriser des espaces agricoles urbains. Encore, je reviens sur votre première question, c'est pour permettre à chaque région de vivre de sa propre production agricole, d'être, entre guillemets, souveraine sur le plan alimentaire. Bien sûr, on retrouve le mot clé, souveraineté. Et pour cela, je pense que vous êtes en phase sur les mesures fortes étatiques qu'il faut prendre justement pour que ça se fasse quand on peut. Quand on veut, on peut. Donc, madame, on continue. En quoi la biodiversité, là on va parler alimentation, sécurité, biodiversité. En quoi la biodiversité alimentaire est-elle un levier pour une meilleure sécurité alimentaire au Sénégal? Merci beaucoup, Madame Gueye. En fait, la biodiversité, c'est quoi? La biodiversité, c'est le fait d'avoir dans la nature, de faire en sorte que toutes les espèces qui étaient présentes, disons, aux générations passées, soient encore aujourd'hui présentes pour nous, mais aussi pour les générations futures. C'est un peu entretenir la nature, ne pas dégrader, ne pas faire surexploiter. Donc la biodiversité, c'est cette possibilité d'avoir une pluralité, je dirais, de spéculation, de productions agricoles, de productions animales aussi. Voilà. Et donc, elle est agressée, la biodiversité, par les actions anthropiques de l'homme. Voilà. Donc, ça aussi, si on veut de la biodiversité, peut-être qu'il faudrait, à mon avis, peut-être qu'il faudrait sauvegarder. On a des forêts classées, mais peut-être qu'ils ne sont classés que de nom aussi. Voilà. Donc, peut-être qu'il faudrait vraiment, quand on décide de faire quelque chose, comme par exemple forêt classée, qu'elle soit réellement classée. Clairement. Voilà. Et qu'on ne permette pas des gens d'aller... C'est-à-dire, quand vous dites qu'elle soit réellement classée, qu'est-ce qui fait que vous pensiez que le mot classé n'est pas réellement respecté? Oui, il y a des zones où la forêt classée, en tout cas tout près de la capitale, les forêts classées sont... on dirait un peu agressées aussi. Comme laquelle, par exemple? La forêt de Mbao. La forêt de Mbao, La forêt de Mbao. Quand on passe sur le péage, on entend parler aussi de projets à l'intérieur même des forêts classées. Effectivement. Et tout le monde est au courant. Effectivement. Voilà. Donc ça, c'est des sources ou des causes de perte de biodiversité énormes. Voilà. Donc, peut-être revenir un peu sur l'agriculture urbaine par rapport à la biodiversité. Moi, ce que j'ai eu, on parle de diversité, des productions agricoles en milieu urbain, au périurbain, plus qu'en milieu rural en réalité. Voilà, donc ça, c'est par exemple nos recherches qui nous ont permis de voir ça. Et si on intègre les productions hors sol, on a encore plus de biodiversité. D'accord. Donc, ce sont des productions encouragées et il y a des acteurs qui se meuvent dans ce genre de production aussi, en milieu périurbain. Très bien, très bien. Monsieur Sané,
Quel rôle jouent aujourd'hui les semences locales? On a beaucoup entendu parler dernièrement de semences. Il y a eu beaucoup de discours. On a vu beaucoup en tout cas de mesures aussi prises par le gouvernement. Quel rôle jouent ces semences locales ou les variétés anciennes, en tout cas dans les politiques horticoles nationales? Sont-elles réellement valorisées ou protégées? Effectivement, c'est une question assez cruciale. Tout ce qui est diversité de nos espèces de production. Donc, il faut savoir que la production n'a pas commencé, en tout cas, avec notre génération. Avant notre génération, les gens, ils avaient soit des fruits qu'ils produisaient dans le but de consommer, soit ils les produisaient soit pour partager avec les voisins. C'est le cas au début de la mangue. Les gens produisaient de la mangue pour la consommation. Après, entre-temps, certains fruits ont commencé à prendre de la valeur. Et puisque les fruits ont commencé à prendre de la valeur, maintenant cette passion, en tout cas de produire pour l'autoconsommation, commence maintenant à disparaître avec les jeunes. Donc aujourd'hui, quand les gens ils font de la production, ils regardent surtout le rendement et surtout le goût du consommateur. Oui. Et ces fruits sont délaissés. À mon avis, il y a des fruits et légumes qui sont en tout cas produits des variétés. On avait des variétés de tomates, des variétés de gombo, de piment qu'on produisait localement sans pour autant avoir besoin de dépendre des semences. Puisque les nouvelles variétés nous rendent en tout cas dépendants de ces semences. Si vous n'avez pas ces semences, vous ne pouvez pas produire. D'accord. Alors qu'avant, vous produisez, vous gardez les graines, vous pouvez les partager avec le voisinage. C'est possible maintenant. Voilà, que ça soit l'arachide, que ça soit le maïs, que ça soit le gombo, la tomate, que ça soit, il y a certaines variétés de mangue qu'on peut reproduire par semis. Donc, toutes ces variétés, en tout cas, ont tendance à disparaître. D'accord. Et ça, là où nous sommes en train d'aller, on n'est pas sûr que à un certain moment, si on est trop dépendant de ces variétés, de ces nouvelles variétés, où on est obligé, en tout cas, chaque année d'acheter des semences, à répétition. Et souvent, c'est des semences même qui ne sont pas adaptées à nos écosystèmes, à nos agrosystèmes. Voilà pourquoi ces variétés, il faut les revaloriser, à mon avis. Parce que même en Europe, les gens ils commencent à contester ce système qu'on veut nous mener. Parce que cette dépendance aux semences, que ça soit même dans le riz, il y a des variétés de riz, on n'avait pas besoin de semences. Oui. On produit, on garde, l'hivernage arrive. Si votre voisin était malade la campagne passée, vous lui donnez des semences, il produit. Mais aujourd'hui, ces variétés sont en train de disparaître. Et moi, je pense que le premier travail, en tout cas en termes pour en tout cas les gens qui sont dans la recherche, il faut valoriser ces semences paysannes. Il faut les conserver dans les banques de gènes au niveau national. Il faut travailler en parfaite collaboration avec les producteurs, quitte même à faire des missions dans la sous-région pour essayer de récupérer certaines variétés et pouvoir les valoriser. Bien sûr. Parce que cette dépendance où nous allons, à un moment, celui qui n'a pas de semences, il ne peut pas nourrir sa population. Oui. Et c'est des semences qui sont adaptées à notre espace de production. Mais puisque souvent le rendement n'est pas trop élevé, ce sont ces rendements qui déterminent un peu, en tout cas, les motivations du producteur. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens, en tout cas, que ça soit même au village, des gens qui restent 2 ans sans manger le poulet local. Ah oui? Le poulet local est en train de disparaître dans beaucoup de nos habitudes alimentaires. Donc ça, c'est des problèmes. Alors que c'est des poulets qui résistent bien, que ça soit aux maladies, qui pouvaient les élever sans moyens et gagner de l'argent. Aujourd'hui, par exemple, moi j'étais à Kolda, un poulet local, vous ne l'avez pas à moins de 5 000 francs. Donc c'est très rentable, mais c'est des choses qu'on est en train d'observer et qui, tous les jours, on vit. On observe, et ça, il faut que les gens se ressaisissent. Et Dieu nous a donné naturellement des espèces qu'on peut continuer à produire sans dépendre, en tout cas, sans dépendance. On peut se passer de gauche à droite, continuer à produire et au moins
continuer à nourrir la population. Moi, je pense qu'il est urgent, en tout cas, d'intégrer, de répertorier toutes ces variétés au niveau national et essayer de les valoriser. Oui. Maintenant, en plus de ça, on peut continuer les deux variétés peuvent continuer à collaborer. Et même sur le plan alimentaire, c'est un avantage de manger plusieurs types de fruits parce que ça vous permet peu de renforcer votre système immunitaire à partir des aliments qui sont assez diversifiés. Ce qui rejoint un peu la question sur la biodiversité mentionnée tout à l'heure avec le professeur. Pour enchaîner toujours, Monsieur Sané, étant donné la pression foncière croissante à Dakar et dans les zones urbaines et la nécessité de sécuriser des terres agricoles dans la grande région métropolitaine, comment la direction de l'horticulture travaille-t-elle en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire pour intégrer les enjeux alimentaires dans les politiques d'aménagement, notamment, par exemple, dans le cadre du PDU, le plan de développement urbain 2035, couvrant Dakar, Thiès et Mbour? Donc nous, en tout cas, au niveau de la direction de l'horticulture, on n'a pas un lien direct avec le ministère de l'Urbanisme, d'accord. Ce qui constitue effectivement un problème. Et l'a souligné, le problème de la planification. Donc, l'urbanisme, en tout cas la population, de manière générale, quand ils font la spéculation foncière, ce qui les intéresse, ils n'ont pas un souci, en tout cas, que nous avons. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Bien sûr, oui. Nous sommes préoccupés par la protection de ces espaces. Et eux, ils veulent en tout cas trouver de l'espace pour revendre, en tout cas, aux populations, dans le but de loger. Et effectivement, nous devons travailler ensemble. Oui, là, il y a une synergie à créer. Si on ne travaille pas ensemble, ça va être difficile en tout cas, de protéger certains espaces et les protéger exclusivement pour la production. Oui. Parce que les bâtiments, c'est bien beau. Et nous, notre manière de construire, en tout cas au Sénégal, vous avez partout des bâtiments qui sont accolés les uns des autres. Absolument. Parfois, il y a des voisins qui étouffent les autres, qui n'ont pas de moyens, ils sont étouffés, ils ne peuvent pas. Alors qu'ailleurs, c'est interdit. C'est-à-dire, quand vous avez un voisin, vous êtes tenu un peu de respecter un certain nombre de constructions pour lui permettre, lui aussi, dans son espace, de pouvoir vivre, de pouvoir bénéficier de l'air naturel. Et nous, au Sénégal, on ne tient pas compte de tout ça. Et si nous continuons comme ça, il arrivera un moment où je pense que ça va être compliqué. Oui. Et cette protection, cette nécessité de protéger des espaces de production ne doivent pas également dépendre d'un régime. Parce que si ça dépend du régime, cela veut dire qu'un travail peut être fait, le lendemain, ce travail va être balayé. Il faut qu'on trouve en tout cas des consensus au niveau national pour nous dire que dans la vie, voilà ce que nous avons besoin. Il y aura des espaces, en tout cas, où les gens ont besoin, en tout cas, comme elle l'a dit, de loisirs. Il y a des espaces vraiment pour la production, il y a des espaces verts. Il faut qu'on organise notre environnement. Si l'État n'organise pas l'environnement, les gens sont obligés d'occuper l'espace en anarchie. Et les conséquences qui vont en tout cas arriver, surtout les générations futures, c'est eux qui vont vraiment souffrir parce qu'ils n'auront absolument rien, ils n'auront pas de marge de manœuvre. Et ça serait vraiment regrettable qu'on laisse en tout cas un tel environnement hostile à nos enfants. Jusqu'ici, on a parlé de mesures fortes de l'État, donc à prendre. Madame Ba, vous avez parlé beaucoup de la biodiversité et surtout aussi de la planification territoriale. Ce que finalement, on rejoint cette question avec justement ce manque de connexion peut-être avec des ministères qui sont très impliqués, qui devraient en tout cas être impliqués, mais finalement, il n'y a pas cette connexion entre les directions, ce qui nous amène à nous poser des questions finalement. Quel est l'objectif final? Parce que vous avez parlé de changement de régime, de projet qui doit démarrer, le changement de régime qui doit empiéter, mais peut-être faut se rappeler de pourquoi nous faisons cela. C'est pour le Sénégalais finalement, c'est pour la population. Donc peut-être en nous remettant un peu les objectifs clairs entre les ministères, je pense que c'est des points qu'on peut valoriser. Qu'en pensez-vous, Madame Ba?
Par rapport au manque de synergie. Exactement. Bon, en tout cas, je rejoins ce qu'a dit monsieur le directeur de l'horticulture. Donc, il faut éviter l'éternel recommencement. L'éternel recommencement de chaque régime ou de chaque gouvernement. Voilà, que chacun apporte, on dira, son grand slogan, son grand, voilà, et que ce soit sur sa grande stratégie. Oui. Voilà, et que pour l'intérêt général. Et qu'on ne fasse pas l'évaluation de ce qui précédait, et même l'exécution, avant de parler d'évaluation. Voilà, donc je pense que, comme il l'a dit, le foncier, notamment immobilier, donc la pression foncière, la pression de l'urbanisation est tellement forte au Sénégal, dans toutes les régions d'ailleurs. Voilà. C'est grandissant. Bon, il faut vraiment une forte... Clairement. Voilà, et aussi beaucoup de synergie. C'est dommage que le ministère de l'urbanisme, de la planification, ne travaille pas avec... On espère que ça sera l'occasion. Ça sera peut-être l'occasion à travers ce podcast. Oui, j'espère. On va passer peut-être à un moment quand même qui, pour la Fondation, est quand même très important. C'est l'éducation, l'accès à l'éducation et surtout la transmission. Madame Ba, est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs sénégalais sont suffisamment informés pour faire des choix alimentaires durables? Quel est le rôle de l'éducation à l'alimentation, notamment par exemple dans les écoles, dans les quartiers? Bon, l'éducation à l'alimentation, bon. Je crois qu'il faut... Enfin, je ne sais pas s'il y a déjà de l'éducation à l'alimentation. Je ne sais pas s'il y en a. Il y a des cantines scolaires dans certaines régions. Peut-être c'est un canal par lequel on peut faire de l'éducation à l'alimentation. Voilà, donc pour une alimentation durable. Voilà. Après, peut-être faire revenir des cours ou des enseignements tels que l'économie familiale. Oui, peut-être ça existe encore dans certaines zones. Je ne suis pas très au courant. Mais en tout cas, ce qui nous concerne dans l'enseignement supérieur, moi, j'enseigne 2 cours sur population et développement durable. D'accord. Voilà, et population et ressources. Donc, dedans, on essaie de dire aux gens, aux jeunes, en tout cas aux étudiants, qu'il faudrait peut-être une agriculture durable et donc avec une consommation durable, c'est-à-dire consommer local, consommer de saison et éviter donc l'impact, on dira, sur l'environnement, avec tout ce qu'il y a comme pollution si on consomme des produits qui sont importés. Notamment des fruits, des fruits importés, et dont la qualité d'ailleurs va diminuer forcément, et qui vont coûter très cher, et qui vont créer aussi une sorte d'injustice sociale, parce que tout le monde ne peut pas accéder à ces fruits-là, Voilà, donc on essaie de faire passer ce message-là dans le cadre de ce genre d'enseignement. C'est déjà un très bon canal avec ce type de cours, mais du coup, monsieur Sané, existe-t-il des programmes étatiques ou des partenariats visant à éduquer les jeunes générations à la production, à la consommation responsable? Oui, comme elle l'a dit, c'est difficile de dire que voilà, ça existe. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. Parce que l'alimentation doit être liée à la production locale. Parce que les gens qui vont produire, il faut qu'ils vendent. Mais la production ne doit pas coûter trop cher à ceux qui consomment. Oui. Je pense qu'on y arrivera. C'est-à-dire à un moment où la production sera tellement suffisante qu'il y aura de la qualité et les prix seront compétitifs. En ce moment-là, nous pouvons espérer que les Sénégalais vont se tourner, en tout cas vers les produits localement. Maintenant, si on veut, par exemple, changer ou bien apporter cette éducation alimentaire, moi, je pense qu'il faut aller, comme elle l'a dit, vers les étudiants, vers les élèves, au niveau des établissements. Maintenant, ça, il faut peut-être intégrer le programme de l'éducation alimentaire, agricole et même environnementale dans les programmes scolaires. Et essayer de voir, en tout cas, et là, on peut travailler ensemble, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement. Oui. Et le ministère même d'autres synergies, des collectivités territoriales. Exactement. Pour essayer d'apprendre aux enfants même depuis les écoles à faire de la production, à produire peut-être des fleurs, à aménager un peu leur cadre de vie, à commencer vraiment à apprendre, à avoir cette culture de l'environnement, de la production
Et c'est ça qui va faire de demain qu'on ait vraiment des citoyens modèles. Exactement. Qui vont en tout cas épouser cette politique qui est en train d'être mobilisée. Mais nous autres là qui sont difficiles à changer, vous allez parler de gauche à droite, après les gens vont vous laisser là-bas, ils vont aller consommer peut-être des produits, comme elle a dit, qui on ne sait pas un peu les conditions de production, c'est le transport, il a duré. Et du coup, ça impacte un peu sur la qualité. Ensuite, c'est des produits qui sont trop chers. Oui. Donc, il faut vraiment favoriser la production, mais également aussi d'avoir des programmes de consommer local pour que aussi les gens puissent en tout cas s'intéresser à nos produits locaux. Puisque quand vous achetez un produit local, indirectement, vous soutenez le producteur, vous soutenez l'économie, vous soutenez un peu la chaîne de valeur. Tout à fait. Et c'est tout bénéfique, en tout cas pour au moins les Sénégalais, de pouvoir consommer local. Mais il faut que les producteurs également fassent des efforts pour mettre en place, en tout cas sur le marché, des produits de qualité, des produits frais et à des prix compétitifs pour permettre également aux gens qui consomment de ne pas être, en tout cas, d'éviter en tout cas des soucis sanitaires à partir des produits qui sont proposés. Donc il faut qu'il y ait cette relation où on va en tout cas prendre en compte en tout cas toutes ces questions depuis les classes, les établissements. Et puis maintenant, je pense que si on fait ces efforts, d'ici en tout cas quelques décennies, on va pouvoir en tout cas réussir ce programme. Je pense que vous avez, Juste ajouter que dans le cadre des productions hors sol, on peut plus éduquer, entre guillemets, les enfants. D'accord. Voilà, je pense que le programme Microjardin avait installé quelques microjardins dans certaines cours de certaines écoles. Tout à fait. Et ça a marché. Ça, c'est effectivement un bon début, mais je pense que côté État, vous avez quand même encore des efforts peut-être à mettre en place, justement, avec des synergies. C'est effectivement, il y avait... On revient toujours à vous, hein. Là, vous avez... On avait un programme microjardin où on appuyait les établissements scolaires. D'accord. On appuyait les femmes, en tout cas dans les villes. Et c'est toujours actif, je veux dire, actuellement? Malheureusement, le programme avait été arrêté parce que c'était un vieux programme qui avait plus de 10 ans et tous les programmes qui ont duré ont été arrêtés. Et effectivement, le moment de le reprendre, non? Il faudra refaire un nouveau programme très rapidement. Oui, bien sûr. Et essayer de le soumettre à l'autorité. Surtout si c'était un succès, voilà, je veux dire. Pour permettre en tout cas de continuer cette politique de sensibilisation, d'éducation dans des établissements. Et même dans les hôpitaux. Oui. On produisait des fruits et légumes pour les malades et même dans les établissements pénitentiaires. Je pense que c'était un bon programme. Non, bien sûr. Voilà, qu'il faudra en tout cas refaire. On attendra de voir justement la réanimation de ce programme. Exactement, en tout cas. Merci. Monsieur Sani, parlons d'inclusion et de genre. Quelles politiques ou actions concrètes sont mises en place pour inclure davantage les jeunes et les femmes dans la chaîne de valeur que vous avez mentionnée, en tout cas la chaîne de valeur agricole et horticole? Exactement. Je pense que les politiques d'inclusion, c'est surtout, comme je l'avais dit, c'est que dans les zones urbaines et périurbaines, vous avez des couches qui sont vulnérables, à savoir les jeunes et les femmes. Les femmes, en tout cas, et les jeunes sont en train de se battre pour essayer de faire de l'activité horticole. Mais comme nous l'avons constaté, ils sont laissés à eux-mêmes par cette instabilité au niveau des sites de production et aussi par la faiblesse des moyens, pas beaucoup d'appui. Et nous savons que si on les appuie, en tout cas dans les villes, je sais que beaucoup d'entre eux vont en tout cas vont améliorer leur pouvoir d'achat. Parce que dans les grandes villes, le marché est déjà disponible. Il ne se pose pas un problème d'écoulement des produits, puisque la plupart des produits que ces gens vont mettre sur le marché, c'est des produits qui sont frais et que c'est des produits de qualité. Et c'est des produits également où il n'y a pas beaucoup de transport. Donc il y a une économie même, il y a des... On peut éviter tout ce qui est carbone lié au transport. Et il y a le besoin qui est là.
Maintenant, il faut mettre en place un vrai programme, par exemple comme le micro-jardinage, qui va encadrer ces femmes, les organiser et les mettre vraiment dans les conditions de produire, de mettre en valeur en tout cas le réel potentiel pour vraiment contribuer à cet élan, cet effort de souveraineté alimentaire que nous sommes en train de rechercher. Il faut également protéger beaucoup de zones de production pour les mettre à l'aise. On peut également travailler avec les collectivités locales, territoriales, puisque avant, en tout cas moi lorsque je suis venu à Dakar, il y a beaucoup d'espaces où il n'y avait que des ordures. Mais dès que par exemple des jeunes fleuristes s'installent dans ces zones, vous avez tout de suite une amélioration du cadre de vie. Et c'est ça en réalité les avantages un peu de soutenir. Et ces gens, non seulement ils gagnent de l'argent, mais ils deviennent maintenant, ils ont un pouvoir d'achat pour consommer, contribuer à l'économie. Donc nous avons intérêt à soutenir les femmes et les jeunes, en tout cas dans les zones urbaines et périurbaines. Parce que ces gens vulnérables-là, lorsqu'ils vont faire de l'activité, ils vont gagner plus d'argent et ils vont devenir maintenant des vrais acteurs, en tout cas de l'économie. Alors que s'ils sont délaissés, il y a la pauvreté qui va arriver, ils ne peuvent pas contribuer à l'économie. Et ça, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas ce qui est en tout cas souhaité au niveau du ministère de l'Agriculture. D'accord. Professeur, du coup, dans vos travaux, et surtout aussi en tant que femme, constatez-vous une prise en compte suffisante de ces enjeux d'inclusion? Parlez librement, surtout. Hein. Oui, on a une politique, on dira, genre, entre guillemets, au Sénégal depuis le président, je pense, Macky Sall. Hein. Oui. Voilà, on parle de opérationnalisation, institutionnalisation du genre. On a travaillé là-dessus pour mettre en place un cadre d'opérationnalisation et d'institutionnalisation du genre dans les institutions d'enseignement, notamment agricoles, dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, avec l'appui de l'USAID à l'époque. Voilà. Donc, le but, il y avait en fait beaucoup de structures du gouvernement, depuis le ministère de l'Environnement, donc les établissements d'enseignement agricole supérieur ou moyen, tout ça. Voilà. Donc, technique aussi. Voilà, l'idée c'était de faire en sorte que les jeunes filles qui intégraient ces écoles-là puissent se retrouver, on dira, se sentir à l'aise dans tout ce qu'il y a comme activité. Et donc on intègre cette dimension genre fortement. Voilà. Mais bon, on avait remis le document à l'époque à un de nos ministres. Mais bon, je ne pense pas que ça a beaucoup avancé entre-temps parce qu'on a des cellules genre un peu partout. Bien sûr, mais on a fait des budgets, on a planifié en tout cas des actions, mais le problème c'est d'avoir de quoi les mettre en œuvre jusqu'à présent. Voilà, donc la dimension genre, peut-être il faut prendre des programmes comme AgriJeunes. Dans AgriJeunes, par exemple, on a eu à former des jeunes en entrepreneuriat. L'ISFAR, notre institut. Et donc là, il y avait des jeunes femmes, même des femmes mariées, même des mamans, voilà, qui étaient renforcées, on dira, pour pouvoir bien gérer leur exploitation agricole, pour pouvoir faire de la commercialisation de produits agricoles, ou alors pour pouvoir faire de l'élevage aussi, un peu, en plus de la production céréalière ou arachidière. Donc là, il y avait aussi bien des hommes que des femmes, comme je disais. Voilà, à part ça, peut-être avec des organes comme l'ADER, des organismes comme l'ADER, je crois que là, tout le monde aussi peut soumettre un dossier et peut-être bénéficier d'un financement. Le tout, c'est de permettre aux jeunes femmes, en termes de foncier, encore une fois, aux jeunes femmes d'accéder. Voilà, et ça, c'est pas seulement l'État, c'est aussi, on dirait, notre culture, entre guillemets, ou nos... Voilà, c'est le poids de nos traditions peut-être. Voilà, donc ça, c'est pas... Ça joue aussi, bien sûr. Or, quand on sait que le coût du foncier est très élevé, donc pour qu'une femme puisse acheter un hectare de terre quelque part, voilà, c'est pour cela que dans l'agriculture, les femmes, on les retrouve plus que les recherches montrent dans la transformation et surtout dans la commercialisation des produits. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire écologique sans toucher sur la durabilité et l'environnement, Monsieur Sané. Quels sont les moyens, d'après vous, en tout cas techniques, disponibles pour rendre la production agricole plus durable, notamment en ville? Toujours on parle
côté technique, donc que ça soit l'irrigation, le compostage, la production sans engrais chimiques, très important, parce que c'est aussi un point peut-être qu'on oublie de temps en temps. Mais quels sont les moyens techniques disponibles pour la rendre plus durable, cette agriculture? En tout cas, dans les grandes villes, en tout cas, la plupart des productions qui sont faites dans les grandes villes, nous, en tout cas, nos programmes, on essaie d'autonomiser un peu les femmes. Puisque quand vous voulez, par exemple, utiliser des engrais chimiques, tout ça, c'est en ville, vous ne pouvez pas utiliser des pesticides, tout ça. Donc, il faut que le producteur, en tout cas, soit initié surtout aux techniques de l'agroécologie, qui vont, en tout cas, lui permettre au producteur de produire, par exemple, son propre compost, d'avoir un bon programme de production sans avoir recours à ces engrais. C'est même l'eau, l'irrigation. Il faut vraiment optimiser l'irrigation, c'est-à-dire utiliser les techniques qui économisent en tout cas l'eau, puisque l'eau, en tout cas, est une ressource qui doit être préservée. Et le gaspillage, surtout en eau, c'est énorme, surtout dans les grandes villes, même pas dans le cadre même de la production. Donc, vous avez en tout cas ce besoin. Mais concrètement, ça dépend des orientations du producteur. D'accord. Heureusement, dans les grandes villes, les gens ils sont obligés en tout cas d'adopter les techniques agroécologiques pour être rentables. Maintenant, dans les autres espaces de production où il y a l'intensif, ça va dépendre un peu des orientations du producteur, son marché, voilà, ses clients, tout ça. Mais ce que nous, en tout cas, nous préconisons au niveau de l'horticulture, surtout avec ces petits producteurs, c'est vraiment de diversifier leur production. D'accord. La diversification, c'est-à-dire mettre en place plusieurs spéculations, faire du micro-élevage ou bien de l'élevage à côté pour avoir un peu le fumier. Et ce fumier-là va vous permettre un peu de produire votre propre engrais et maintenant de le réutiliser dans la production des fruits et légumes. Donc ça vous évite non seulement de payer tous ces intrants, et c'est ça qui va vous permettre de réduire un peu vos coûts de production et de pouvoir être rentable. Donc l'utilisation de l'énergie solaire. Aussi, voilà, l'énergie solaire et également les systèmes qui économisent vraiment, les systèmes d'irrigation tels que le goutte à goutte qui économisent voilà, en tout cas l'utilisation de l'eau. D'accord, très bien. Donc, concrètement, c'est surtout la diversification et également l'utilisation des techniques qui économisent l'eau, la production même, l'autoproduction de biofertilisants qu'on va réutiliser dans la production. D'accord. Il faut vraiment un système intégré qui permet à producteurs de s'autonomiser, de produire des fruits sains et sans problème, des fruits de qualité, et également d'être compétitifs. Donc voilà un peu ce que nous recommandons aux producteurs. D'accord. Mais ça dépend des orientations de chacun, bien sûr. Chacun. D'accord, merci en tout cas pour cet éclaircissement. Professeur, en quoi la crise climatique pousse-t-elle à réinventer nos manières de produire et de consommer? Parce qu'on est en train de la vivre, en tout cas, ce changement climatique. Oui. Des projets comme par exemple la ferme de Yoff démontrent le potentiel de l'agriculture verticale et des innovations comme l'agroécologie, l'irrigation solaire que M. Sané vient de mentionner par exemple. Comment justement cette crise climatique doit nous pousser en tout cas à changer notre manière de consommer? Oui, il faudrait juste penser à réduire notre impact sur l'environnement. Comme il l'a dit, ne pas utiliser des produits chimiques qui tuent le sol carrément. On n'est pas en périurbain peut-être, mais dans le bassin arachidier, il y a des producteurs qui le disent carrément, mon sol est mort, le sol est mort. Oui, voilà, donc que maintenant, là où ils mettaient 100 kilos d'engrais chimique, il met maintenant 300 kilos pour avoir le même rendement. Et il faut avoir ces 300 kilos parce que c'est acheté d'engrais. Voilà. Donc vraiment, essayer d'utiliser le moins possible, pour ne pas dire éviter
Donc d'utiliser ces produits chimiques-là qui tuent le sol, qui le rendent très... Pas que le sol en plus. Oui, avec tout ce qui vit dans le sol, oui, toute la biodiversité qu'il y a dans le sol. Oui. Voilà, donc qui fait que aussi l'eau peut-être ne ruisselle pas ou bien ruisselle plus que ne nourrissent les plantes, ainsi de suite. Voilà, donc encore une fois, peut-être revenir sur des techniques, comme vous disiez, l'agriculture verticale, la production hors sol. Il y a une ferme à Bayard aussi qui fait de belles choses, avec beaucoup de diversité dans la production de fruits, de plantes, on dira, de légumes verts, voilà. Et donc, oui, ça permet d'utiliser l'eau de façon très, très optimale, voilà, et de réutiliser aussi l'eau d'ailleurs, avec des nutriments qui sont, voilà, donc plus organiques qu'autre chose, quoi. Voilà, donc. D'accord. Alors, Madame Ba et Monsieur Sané, la Fondation Heinrich Böll fait beaucoup de choses, en tout cas dans le domaine de la durabilité et surtout l'environnement. Il y a une innovation locale qui a été créée récemment entre le Teranga Lab et Heinrich Böll. Oui. Donc, c'est une initiative citoyenne innovante qui émerge pour promouvoir l'agriculture urbaine et sensibiliser les jeunes aux enjeux de durabilité. C'est le cas donc de Teranga Lab. Peut-être que vous avez eu à entendre, vous qui nous regardez. C'est un laboratoire donc citoyen qui, en partenariat avec la Fondation, a créé la Green Academy. Donc la Green Academy s'inscrit dans une dynamique de formation des jeunes en lieu urbain, capable de promouvoir la transition agroécologique et de proposer des solutions politiques en faveur de l'agriculture urbaine et périurbaine. L'initiative cherche à susciter des réflexions profondes sur des thèmes tels que l'alimentation décoloniale, en questionnant notre dépendance aux produits importés au détriment de nos productions locales. Alors cette question s'adresse à vous deux. Comment vous percevez ce type d'initiative hybride entre éducation populaire, agriculture urbaine et innovation sociale? Madame Ba. Comment vous percevez cette initiative? Oui, je pense que c'est une bonne initiative. Oui. Je pense que c'est une bonne initiative qu'il faut peut-être répliquer un peu partout dans le Sénégal, et dont il faut aussi parler, partager aussi ses résultats et ses activités. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Voilà, faire en sorte que plus de Sénégalais ou de jeunes Sénégalais ou même de moins jeunes, je pense que dans Green Lab, il y a aussi des personnes d'un certain âge puissent bénéficier de ces formations-là. Et donc, remercier la Fondation Heinrich Böll qui a on dirait aussi contribué dans cette initiative-là. Et surtout faire en sorte que ça soit connu et reconnu un peu partout et répliqué. Oui, absolument. Voilà, ce soit juste quelque chose de, entre guillemets, un projet pilote, comme si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, mais surtout accompagner cela aussi, si on veut faire, comme on a dit, de la production agricole pour permettre aux villes d'être autosuffisantes plutôt, donc permettre à ce que si les gens sont un peu éduqués ou sensibilisés ou formés, qu'ils puissent avoir peut-être des terres où faire cette agriculture-là. Avoir, effectivement. Voilà, donc ne pas rester juste sur la formation, mais penser aussi à la pratique. Aller un peu plus loin sur la pratique, sur une échelle plus grande. Voilà. Très bien. Mais Monsieur Sané, du coup, pour vous, comment peut-on mieux connecter justement ces dynamiques citoyennes avec les politiques publiques et les stratégies des organisations de la société civile, par exemple? En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier sur ces initiatives. Oui. Je pense que ça montre que c'est possible de produire vraiment en tenant compte des réalités de l'environnement, être rentable et en même temps connecter tous ces mouvements sociaux dans le cadre de la production. C'est extrêmement important, puisque quand un producteur est connecté à son consommateur, il est beaucoup plus préoccupé par la qualité même de sa production, puisqu'il sait que sa production va directement à tel ou tel consommateur. Peut-être ils ont eu à nourrir des relations avant même cette production. Bien sûr. Donc, du coup, des initiatives comme ça, il faut les renforcer d'abord. Parce qu'avant de passer à des étapes supérieures, je pense que ce sont les petites actions qui vont
plus impactés. Donc, aller peut-être dans un espace beaucoup plus global, ça va être compliqué. Oui. Puisque vous touchez maintenant des producteurs qui n'ont pas forcément votre point de vue de la production. Absolument, oui. Et ça devient compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui a un marché où, par exemple, il est tenu en tout cas de satisfaire son marché parce qu'il a un contrat qu'il doit pouvoir respecter. Cette personne, à beau lui parler, il va peut-être vous écouter s'il est gentil. Mais ce qu'il va faire après, c'est autre chose. Oui, changer les comportements. Voilà, il faut vraiment regrouper des gens qui ont vraiment la même conviction, qui veulent, en tout cas dans les zones urbaines et périurbaines. Je sais que dans ces zones, les gens ils sont surtout préoccupés par la rentabilité et la qualité. Et ça, il faut vraiment des techniques agroécologiques pointues qui vont leur permettre en tout cas d'arriver à atteindre ces objectifs. Mais c'est des initiatives comme ça qui vont vraiment impacter la mentalité, que ce soit du consommateur et surtout du producteur. D'accord, très bien. On tire à la fin presque de cet échange. Ma dernière, en tout cas avant-dernière question, avant de boucler, c'est par rapport justement à tous les points qu'on vient de citer, hein, que ce soit les synergies, que ce soit l'État, les implications des agriculteurs, la sensibilisation. Mais à votre avis, comment on peut mieux structurer la coopération entre tous les acteurs du système alimentaire? État, collectivités, ONG, producteurs, transformateurs, voilà. Comment, d'après vous, on peut vraiment avoir une certaine cohésion et synergie entre tous ces acteurs? Professeur. Merci beaucoup. Donc, il faut intégrer davantage, on dira, peut-être pas les objectifs, mais les visions des uns et des autres. Voilà, donc permettre surtout la communication entre les différents acteurs, des échanges. Il y a des colloques qui sont organisés sur les systèmes alimentaires territorialisés, notamment par l'UCAD. Voilà, donc essayer de faire en sorte que, en tout cas, les résultats de la recherche aussi, parce qu'on fait beaucoup de recherches, en milieu périurbain, sur les différents types de production, voilà, sur la commercialisation, la conservation, ce qui est un très grand problème au Sénégal, que ce soit en périurbain ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Donc, ça produit beaucoup de pertes, on dira, le manque d'infrastructures de conservation. Voilà, donc faire en sorte que tous les acteurs puissent se retrouver, on dira le plus souvent possible, et partager sur... on parle beaucoup d'assises dans beaucoup de secteurs. Peut-être qu'il y aura des assises de l'agriculture nationale et qu'on puisse en tout cas suivre les grandes orientations de l'État pour permettre au Sénégal tout entier, mais aussi aux zones périurbaines d'être... Exactement, permettre à tout le monde d'être sur la même page et d'être autosuffisant peut-être dans quelques décennies, comme disait monsieur le directeur. Absolument, absolument. Oui. Qu'en pensez-vous, monsieur Sané, pour avoir justement cette cohésion entre tous les acteurs du système? C'est pas une question facile. C'est clair. Puisque ça touche les intérêts des uns et des autres. Donc, je pense que c'est ça le premier niveau de difficulté. Mais je pense, comme elle l'a dit, il faut créer un cadre de dialogue qui va permettre, en tout cas, aux acteurs clés, en tout cas de l'agriculture, de se réunir. Et que ça soit sur toute la chaîne de valeur, en impliquant également les universitaires, pour au moins mener des réflexions sur des problématiques, en tout cas, qui sont vraiment essentielles. Donc, l'État, en tout cas, doit jouer son rôle de facilitateur et surtout de régulateur pour créer, en tout cas, un environnement qui soit favorable à la production urbaine et périurbaine. Maintenant, en tout cas, nous, au niveau de la direction de l'horticulture, et surtout au niveau du ministère, en tout cas en charge de l'agriculture et le ministère en charge du commerce, en tout cas, nous avons senti ce besoin de nous réunir parce que à chaque fois, nous produisons, après, dans le cadre de la commercialisation, il y a tout le temps des problèmes. Donc, nous avons décidé, en tout cas, de co-organiser un forum national de l'horticulture
D'accord. qui va se tenir le 4 et le 5 août au niveau du CICAD à Diamniadio. Très bien. Donc c'est un événement qui va réunir en tout cas environ 500 participants de toute la chaîne de valeur, voilà, depuis la production jusqu'à la commercialisation. Excellent. Et ce sont ces deux ministères qui vont se réunir. Excellent. En tout cas, nous espérons que tous les acteurs, en tout cas de l'horticulture, et surtout vont être présents pour vraiment nourrir, en tout cas, ces réflexions, renforcer ce cadre de dialogue et permettre à tous les acteurs, en tout cas, au moins de donner leurs avis par rapport à certaines orientations politiques et par rapport à certaines situations. Par exemple, le problème lié à la commercialisation, le problème lié aux données statistiques, parce que la plupart des producteurs, ils bénéficient effectivement des subventions de l'appui de l'État, mais en contrepartie, il n'y a pas de retour sur les données de production. Je demande si effectivement c'est des producteurs ou non. Peut-être qu'ils ont produit, mais il n'y a pas ce retour pour avoir un peu des données statistiques. Donc, ce besoin, en tout cas, de se concerter est un besoin essentiel. Parce que si nous voulons atteindre l'autosuffisance, il va falloir créer un certain type de producteurs. Oui. Il va falloir que les chercheurs également qui trouvent des résultats des innovants, en tout cas que ces résultats puissent être, parce que ça ne sert à rien de mettre en place des innovations qui peuvent changer un peu en tout cas les conditions de production améliorées drastiquement et que ces résultats ne soient pas valorisés. Absolument. Donc on a besoin vraiment de nous regrouper de temps en temps, au moins une fois par an, où les gens vont peut-être présenter ces innovations en présence des producteurs. Et il y aurait peut-être des industriels qui vont se mettre en place. Parce que certaines technologies, si la recette se trouve, il va falloir que la technologie également prenne en charge pour matérialiser tout ça. Et maintenant, ça va être utilisé par le producteur final. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc, mais l'essence, c'est important qu'on se concerte, qu'on réfléchisse ensemble. Et ça doit être régulier en fait. Absolument. Juste rajouter que par rapport à ce qu'il disait, nous-mêmes, on a un colloque, j'ai parlé celui de l'UCAD sur les systèmes agricoles territorialisés. On a au niveau de notre institut, donc l'Université Alioune Diop aussi, et l'histoire, on organise un colloque sciences et agriculture. Et dedans, on parle aussi de la durabilité de l'agriculture et des effets des changements climatiques sur l'agriculture. Voilà, donc je voulais souligner cela. Très bien. Voilà, très bien. donc dire que dans le cadre de nos, comme il dit, de nos recherches, on met en avant aussi la dimension, on dira, propriété intellectuelle, que ce qu'on trouve comme résultat puisse être protégé et que tous les acteurs de ces découvertes, entre guillemets, là, puissent en profiter pleinement. Absolument. Et je vois déjà justement une synergie qui se trouve ici. On a 2 événements qui ont été cités et en plus très très proches. Donc je pense que ça va être le moment. Il y a aussi les JIFO dont je vous ai parlé, les Journées internationales francophones de l'agriculture urbaine. Ce sera du 24 au 28 novembre à l'UCAD, qui va réunir des chercheurs sur l'agriculture urbaine des Suds, de Sénégal, d'autres pays africains et aussi du Nord. Et vous invitez M. Sané du coup? Oui, bien sûr, cordialement. Très bien. Merci beaucoup. Parfait, on viendra vous. C'est déjà qu'on a besoin, essayer de connecter justement tous les acteurs et finalement avoir des résultats, comme je dis, destinés à la population, parce que c'est vraiment l'objectif final. On va conclure. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai 2 petites questions pour vous. Dans vos parcours respectifs, quelle est la chose, en une phrase, quelle est la chose la plus marquante que vous ayez appris sur l'alimentation et la terre, en une phrase ou un mot, pour conclure? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre apprentissage, en tout cas dans l'alimentation ou la terre? Bon, je dis sur les 2 ou seulement? C'est comme vous voulez. Choisissez un. Donc, sur l'alimentation, consommer frais, consommer de saison. Et sur la terre, on dira protéger la terre. Très bien. Très bien. Et vous, M. Sané? M. Sané, vous êtes producteur? Oui, je suis producteur. Donc, la réponse devrait être automatique.
Oui, Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? En fait, je voudrais peut-être en profiter pour lancer un message à tous ces jeunes qui ont fini en tout cas la formation et qui sont en quête d'emploi. Souvent, c'est des jeunes qui convoquent souvent le manque de moyens pour se lancer en tout cas dans la production. Moi, j'étais à l'université comme vacataire au niveau de chez Anta Diop. D'accord. Après, au moment, la situation n'évoluait pas, je me suis dit, mais écoute, moi, je ne peux pas avoir une formation en horticulture et être là à apprendre les jeunes comment ils doivent gagner de l'argent alors que moi-même, je n'ai pas d'argent. C'est pas logique. C'est pourquoi, c'est comme ça que j'ai laissé, en tout cas, au moins, j'ai gelé en tout cas mes activités au niveau de l'université pour aller vraiment dans la production. D'accord. Et dans la production, j'ai commencé par le nord, j'ai produit du riz, j'ai produit des légumes. Et maintenant, j'ai fini en tout cas mon aventure au niveau de Kolda. Donc, les moyens, ce n'est pas les moyens qui font la production. Il faut que les gens acceptent de commencer petit. Même avec 100 000, 50 000 francs, vous trouvez un petit espace, il faut vous lancer. Parfois, vous pouvez trouver une bonne personne, Dieu peut vous ramener en tout cas une bonne personne sur votre trajectoire. Trouvez peut-être que en tout cas votre démarche l'intéresse et il peut vous soutenir. Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bien sûr. Donc il ne faut pas que les jeunes aient honte de démarrer, il ne faut pas que les jeunes également aient honte de retourner au village pour travailler. Parce que les bureaux, tout le monde ne peut pas être dans les bureaux. C'est pas possible. Parce que l'État, quand vous prenez les recrutements de l'État ne remplace que, souvent c'est les retraités et les morts. Parce que l'État gère un budget et tout ça. Mais l'État peut créer un cadre propice qui permet à chacun, en tout cas, de se lancer et de réussir. Et l'horticulture, en tout cas, est rentable. Vous pouvez associer avec l'élevage, les deux. Horticulture, élevage, pisciculture, les deux vont ensemble. Oui. Et moi, c'est ce qui a fait que, à un certain moment, j'ai tout arrêté et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Bien sûr. Donc, il ne faut pas que les gens soient gênés. Les gens, ils vont toujours parler. Oui, lui, il est parti à l'université, il est revenu. Depuis lors là, il est revenu. On est en train de produire. Les jugements, oui. Vous êtes en train de produire, mais vous avez acquis de la connaissance. Il suffit juste de savoir où vous commencez et où vous voulez aller. Exactement. Et si vous êtes concentré en tout cas sur votre activité, vous allez réussir, puisque Dieu ne paye que l'effort. Absolument. C'est l'effort que vous allez consentir dans votre activité qui va vous permettre demain de raconter à vos amis que moi je suis passé par ici, je suis arrivé par là. Exactement. Maintenant, même les voleurs, si un voleur fait des efforts pour voler votre portable, mais si vous ne faites pas de l'effort nécessaire pour le protéger, le voleur, il reviendra. Il prend. C'est pas parce que Dieu paye l'effort, mais bon, c'est clair. Il a fait l'effort d'aller. Oui. Donc, à nous aussi également, les difficultés ne vont pas manquer, mais puisque la formation a été faite par des techniciens, il faut aller vers la production. Absolument. Maintenant, il faut vous organiser, comprendre que voilà, l'agrobusiness, c'est une autre réalité. Voilà, il ne faut pas prendre en tout cas votre fonds de roulement et le disperser. Oui, c'est toute une organisation, bien sûr, mais que ça soit technique ou financière, c'est toute une organisation. Même si vous avez 20 hectares, si vous n'avez pas la technique, commencez petit, vous ne pouvez pas réussir avec ces 20 hectares. Mais si vous avez la technique, même avec 0,5 hectares, vous faites de la production de qualité et en une seule récolte, un très grand rendement. Au moins avoir de l'argent qui vous permet d'agrandir un peu votre business. Voilà un peu le message que je voudrais profiter pour faire passer par rapport à mon expérience personnelle. Parfait. Et je trouve d'ailleurs cette anecdote très inspirante. Monsieur Sané, merci beaucoup d'avoir partagé ce premier
épisode de podcast Les Voix du Changement avec nous. Professeur Ba, c'était un plaisir de vous accueillir. Et je rappelle qu'en plus, elle est venue depuis Bombay pour participer à ce podcast. Donc, ça rejoint justement les mots de Monsieur Sané concernant l'effort. Merci beaucoup. C'était Malène pour le premier thème de Voix du Changement, de la Fondation Heinrich Böll. Je vous donne rendez-vous bientôt, à très bientôt, pour le deuxième numéro avec d'autres invités et un autre thème. À très vite et prenez soin de vous.